ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Luc 6, 31. Alors, je vais essayer ce matin de vous présenter au travers de ce que j'ai pu vivre moi-même jusqu'à aujourd'hui, comment on peut être leader, serviteur, et aussi leader inspirant. C'est à mon sens deux caractéristiques du leader d'aujourd'hui, et vous êtes vous-même, parce que vous avez été chef, des leaders. Alors comment vous pouvez mettre cette caractéristique au service du monde? J'espère pouvoir, au travers de ce que j'ai vécu moi-même, vous inspirer, pour peut-être vous donner des idées, pour peut-être déverrouiller des petits blocages qui faisaient que vous ne vous lanciez pas dans telle ou telle aventure. Et voilà, c'est ça mon objectif aujourd'hui. Donc je vais vous témoigner de qui je suis, mon passé scout, ma vie d'entrepreneur et mon engagement aux EDC. Alors tout d'abord, donc voilà, je m'appelle Pierre Guillet, j'ai 55 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants qui sont grands, puisque j'ai une fille de 27 ans et 2 garçons de 24 et 23 et une fille de 20 ans. Ils sont tous soit ils travaillent, soit ils travaillent, soit ils sont étudiants, soit ils sont engagés au service. J'ai une fille qui est en mission, qui a travaillé un peu et qui est en mission pour les missions étrangères de Paris, donc dans l'océan Indien. Mes 4 enfants ont tous été scouts ou guides. Sachant que moi-même, je ne suis pas issu d'une famille engagée dans le scoutisme. Mes frères et sœurs en étaient scouts, mais mes parents n'ont jamais été. Voilà. Mon épouse est aussi entrepreneur. Elle est pharmacienne d'officine, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, être pharmacien d'officine, c'est vraiment être entrepreneur. Donc les enfants à la maison, voilà, ils entendent parler de problématiques d'entrepreneurs tous les jours. Voilà. Est-ce que ça les aide à se construire ou pas? J'en sais rien. Ce que je disais tout à l'heure à l'un d'entre vous, c'est qu'ils sont tous auto-entrepreneurs. Ils ont créé le statut, etc. Ils envoient leurs factures, ils font leur déclaration URSSAF. Est-ce qu'ils seront entrepreneurs plus tard? J'en sais rien. Mais voilà, ça les a un peu dégourdis de se lancer dans ce genre de petites aventures. Tout ça pendant leurs études pour pouvoir travailler à droite ou à gauche. Alors, maintenant, parlons un petit peu de mes débuts et donc du scoutisme. Donc, moi, j'ai découvert le scoutisme, j'habitais à la campagne, à Guérande, en Loire-Atlantique. J'ai découvert le scoutisme en étant louveteau, après en étant scout. Et ça, en fait, pour moi, ça a été une révélation. Ça m'a permis 2 choses. Découvrir le sens du service. Et je l'ai toujours cultivé, et aujourd'hui, c'est une de mes caractéristiques, voire peut-être un de mes talents. Enfin, j'éprouve vraiment une vraie joie à me mettre au service. Et quelle que soit l'expression de ce service, mais même dans mon envie d'entrepreneur, je suis au service, en fait. D'où cette référence au leader-serviteur. Première chose. Et deuxième chose, ça m'a enraciné dans ma foi. Je vous ai lu un passage de Luc pour commencer. En fait, le scoutisme m'a permis justement d'affermir mes convictions. Je ne suis pas un converti, je ne suis pas un recommençant, et je pense que c'est admirable. Moi, j'ai beaucoup plus de modestie parce que je suis juste un cateau d'élevage. J'ai reçu et puis j'ai entretenu ce qu'on m'a donné. Alors, mes parents ont peut-être arrosé un peu de temps en temps, et puis il y a eu la vie scout qui m'a aussi beaucoup nourri, et ça m'a permis de déployer. Et c'est pas parce que j'ai déployé qu'on ne peut pas déployer plus loin, plus fort, et ce que je vis aujourd'hui, c'est encore plus, et encore plus loin, et encore plus fort. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, louveteau, scout,
Et en fait, après, j'ai été interne pendant assez longtemps, et donc j'ai arrêté le scoutisme à ce moment-là, et j'ai repris en étant chef de groupe. Dans ma ville, c'était pas du tout anticipé, mes enfants étaient tout petits, il n'y avait pas de chef de groupe. À la sortie d'une messe, on m'attrape, on me dit Pierre, on sait que tu as été scout, est-ce que tu ne voudrais pas reprendre le groupe? Et j'ai tout de suite dit oui, sans trop de calcul. Et d'ailleurs, vous verrez que dans beaucoup de moments dans la vie, il faut savoir laisser place à l'intuition, plus qu'aux convictions. Les convictions empêchent, freinent le déploiement. Donc les convictions, il faut plutôt les mettre de côté. Faites confiance à votre intuition. Et l'intuition vous permettra vraiment de faire beaucoup plus de choses. Donc mon intuition, c'était que voilà, il fallait que je me mette au service. À ce moment-là, on venait me chercher, et donc j'ai répondu oui. Et donc j'ai repris un groupe, et pendant 4 ans, j'en ai créé un deuxième dans la même ville. Et alors, j'entends souvent dire ouais, c'est compliqué d'avoir des chefs, etc. Je n'ai jamais eu de problème de chef. Jamais. Et pourquoi? Tout simplement parce que, comme le disait Delphine tout à l'heure, j'ai su écouter mes chefs, j'ai su être en vérité avec eux et être proche d'eux, au sens où j'ai passé du temps avec eux. Donc, je les invitais à prendre des cafés, à dîner, à déjeuner, j'organisais des soirées. Et ça dépassait, moi j'étais au Scout d'Europe, mais ça dépassait les Scouts d'Europe, c'est-à-dire qu'on a créé une intermaîtrise dans la ville dans laquelle j'étais, Europe, SUF, France, et tous les chefs, on les réunissait, parce qu'on était évidemment copains entre tous les chefs de groupe, on réunissait tous les jeunes, ils se connaissaient parce que parfois il y avait des frères et des sœurs dans plusieurs mouvements, ils se connaissaient parce qu'ils étaient dans les mêmes lycées, et en fait ce qui les intéressait, c'est d'être entre eux. Et c'est d'organiser des petits barbecues, des petits temps de prière ensemble, de créer une communauté. Et après, un chef amène un autre chef, etc. Donc, voilà, en s'en occupant un peu, j'ai même eu des chefs qui m'ont demandé, ça m'est arrivé 2 fois, de prendre une responsabilité que je leur ai refusée. J'ai deux chefs, j'en ai la mémoire, non pas que j'avais, mais parce que je pensais qu'ils n'étaient pas à ce moment-là mûrs pour prendre une responsabilité, donc je leur ai dit non. Et donc souvent on n'entend pas ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on est plutôt en train de chercher, donc on va prendre quelqu'un parce qu'on n'a personne et puis on se dit que ça va le faire. En fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il faut la personne à la bonne place au bon moment. Donc il y a des chefs ou des jeunes qui sont potentiellement pas à ce moment-là prêts, mûrs pour être chef. Voilà, donc ça c'était une très belle histoire. Je pense qu'il faut, quand on prend ce genre de responsabilité, avoir de l'ambition. C'est-à-dire qu'il faut voir assez haut. Et donc c'est vrai, moi j'ai créé un deuxième groupe parce qu'on avait beaucoup de jeunes et puis que j'avais trouvé des chefs, donc on a créé un deuxième groupe. Mais l'une des troupes a été CIM, donc on a essayé de pousser en fait la troupe vers une forme d'excellence. On a organisé un camp d'été avec les deux troupes en Allemagne, donc c'était super compliqué, avec plein de contraintes, etc. En Allemagne, on a eu des soucis avec un jeune qui a été hospitalisé. En Allemagne, bon, bref. Mais on a essayé d'avoir de l'ambition. Et je pense que ça, c'est important dans sa vie. Il faut avoir de l'ambition. C'est hyper important. C'est pas une ambition pour écraser les autres. Mais on peut aussi avoir de l'ambition positive, c'est-à-dire de l'ambition de service. C'est-à-dire aller plus loin dans ce qu'on peut imaginer et dans ce qu'on peut apporter aux autres. Et donc, ça m'amène à faire un lien avec mon aventure entrepreneuriale. Voilà, ça, c'est le deuxième temps. Jusqu'à quelle heure j'ai fini? Jusqu'à midi. Bon, ça va aller très largement. Donc, si vous voulez m'interrompre aussi, si vous avez des questions, des petits moments où vous voulez des précisions, allez-y, n'hésitez pas.
Donc, l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait une école de commerce. C'est important de le préciser parce que dans ce que j'ai fait après, il n'y a aucun lien avec mes études. Donc j'ai fait une école de commerce et toujours j'ai toujours été un petit peu animé et intéressé par l'entrepreneuriat, de près ou de loin. Et, donc j'ai travaillé pendant 15 ans dans la finance, au service de projets, financement d'entreprise, voilà, pour faire simple. Et à un moment de ma vie professionnelle, j'avais un peu le sentiment d'avoir fait le tour de ce que j'étudiais, enfin ce que je pouvais faire dans ma vie professionnelle. Et s'est présenté à moi une occasion de reprendre une entreprise. Alors, quand on dit ce qu'on est, qu'on parle autour de soi, forcément, ça peut susciter justement des projets qui arrivent. Et ça aussi, c'est important, c'est créer un climat, créer un contexte. Et en fait, j'avais travaillé dans un petit fonds d'investissement régional et ils sont venus me voir pour me dire, Pierre, on a un projet qui aurait peut-être du sens pour toi. Ils ont commencé à m'en parler et là, ça a créé un déclic. Et j'ai quitté mon entreprise pour travailler sur ce projet de reprise. Et puis, en allant un peu plus loin dans le projet, je me suis rendu compte que si l'entreprise avait beaucoup de sens par rapport à mon parcours passé, à l'instant T, j'allais refuser ce projet parce que ce n'était pas aligné avec ce que je pensais de ma vocation d'entrepreneur. Pour vous donner un petit peu plus de détails, en fait, mon père était lui-même entrepreneur, il avait un chantier nautique en montagne, et c'était une voilerie. On proposait de reprendre une voilerie que je connaissais, c'était un ancien fournisseur de mon père, et je connaissais bien l'écosystème, donc voilà, ça pouvait avoir beaucoup de pertinence. Sauf que cette voilerie, elle était dirigée par une personne qui avait finalement, qui était rentrée tout en bas de l'entreprise, et au fil du temps, il y avait eu des départs successifs de dirigeants. C'était une entreprise familiale, et s'était retrouvée cette personne directrice générale, c'était une femme de l'entreprise. Et donc, j'étais rentré dans les comptes, commencé à regarder, j'avais commencé à travailler sur un business plan, et puis j'ai décidé de les accompagner au salon nautique. Et là, j'ai vu la vraie vie de cette petite entreprise, et j'ai vu cette femme se comporter avec les commerciaux, et là j'ai compris qu'en fait, c'était pas possible. Et que l'entreprise, elle était complètement atrophiée, et qu'en fait, il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas de lien en fait entre les personnes, et que la dirigeante en fait, sans que ce soit sa faute d'ailleurs, verrouillait tout. Et donc je rappelle le fond, je leur dis, bah, écoutez, je ne vais pas reprendre cette entreprise. Donc j'avais quitté mon entreprise, hein, j'avais fait une formation à la reprise d'entreprise, donc j'avais pris quand même des risques. Et j'ai dit non. J'ai dit voilà, à mon sens, cette entreprise, elle va dans le mur parce que cette personne, aujourd'hui, elle verrouille tout et elle met un frein au développement de cette boîte. Donc, il faudrait que cette personne s'en aille. Et moi, je ne vois pas ma vie d'entrepreneur, je ne la vois pas tout du moins commencer comme ça, par me séparer d'une personne qui a une légitimité de 30 ans dans l'entreprise. Je ne me sens pas légitime pour ça, même si je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc j'ai dit non. J'ai ouvert les yeux du fond qui n'avait pas vu tout ça, parce qu'il ne connaissait pas la vie de cette entreprise. Et là, encore une fois, la place de l'humain, c'est capital, parce que c'est l'humain qui fait que même dans une activité compliquée, on va sortir des difficultés, ou même dans une activité qui paraît pas très attrayante comme ça, une entreprise va pouvoir se distinguer.
c'est l'humain qui fera la différence. Et là, c'est l'humain qui faisait que dans une entreprise, a priori, un peu sympa, fabriquer des voiles de bateaux, de planches, avec une dimension internationale, c'était une belle activité, avec un beau produit. Bah, en fait, c'est une entreprise qui a fini par déposer le bilan. 1 an et demi après, l'entreprise a déposé le bilan. Donc j'ai dit non. Et puis, bah là, je me suis posé la question de savoir quoi faire. Parce que quand ça, on vous le dit, on me l'a dit 50 fois, quand vous venez dans un univers, quand vous voulez reprendre une entreprise, il faut reprendre une entreprise dans le monde, dans l'univers dans lequel on a vécu, parce qu'on est légitime, on est crédible, on connaît l'environnement, on connaît le sujet. Quand on a fait de la finance, bah en fait, on vient de nulle part. Donc, en fait, on est bon à rien. Et ça, on me l'a dit. Hein. On me l'a dit. Et moi, j'ai retourné le sujet en me disant, bah, puisque je ne viens de nulle part, bah, je peux aller partout. Je peux aller partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réfléchir à ce que j'aime vraiment et à ce qui me plairait de faire comme métier. Finalement, on choisit assez peu le premier job. On prend un métier et puis un parcours se construit comme ça. Il m'était donné à ce moment-là la possibilité de choisir mon métier. C'est quand même une chance incroyable. Et donc, là, probablement que ce que j'ai vécu dans le scoutisme est ressorti, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a toujours caractérisé, c'est que je suis bricoleur. J'adore ça. Donc, je suis bricoleur. Donc, je voulais reprendre une entreprise qui avait un produit technique, et un produit technique plutôt mis en œuvre dans le monde du bâtiment. Alors, pourquoi le monde du bâtiment? Parce que construire, bâtir, ça m'a toujours plu, excité. Et donc là, eh bien, j'ai fait un petit peu l'inverse de ce que font tous les repreneurs, c'est-à-dire que je me suis dit, voilà, ce qui me plaît, c'est de reprendre une entreprise qui sera dans un univers que j'ai essayé de définir. J'ai commencé à chercher, et puis je ne me suis pas donné de limite géographique. Et là, une autre contrainte m'a rattrapé, c'est la mobilité de ma famille. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à cette époque-là, j'avais des enfants qui avaient 5-10 ans. Ma femme travaillait 2 jours par semaine. On venait de construire une maison en région parisienne. On en avait des dettes jusque-là. On n'était pas héritiers ni l'un ni l'autre, donc il fallait qu'on travaille pour vivre. Bon, quelque part, il y avait quelques petites contraintes. Bon, ok, on a divisé nos revenus par 2, on n'est plus parti en vacances. Quand je reparle avec les enfants aujourd'hui, ils se sont rendus compte de rien du tout. Papa était un peu plus à la maison. Les vacances, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour être en vacances. Les revenus, non, ils allaient à manger tous les jours. Voilà, ils étaient habillés, donc il n'y avait pas de problème. Et donc, pendant à peu près 2 ans, puisque après un parcours de reprise, il faut quand même se dire que ça prend un peu de temps, pendant à peu près 2 ans, on a vécu, nous, en essayant de serrer un peu les boulons, et même carrément, et ça n'a pas posé de problème à qui que ce soit. Par contre, sur la question géographique, j'ai commencé à aller voir des entreprises dans l'Ouest, qui était ma région d'origine, et on vivait donc en région parisienne. Et là, quand des dossiers ont un peu avancé, je me suis rendu compte que si la question que j'avais posée au début de mon projet, est-ce que vous êtes mobile, à tout le monde, tout le monde avait dit oui, pas de problème, sur le principe, en fait c'était un faux oui. Donc il ne faut pas poser la question une fois, il faut la poser plusieurs fois au cours du projet. Est-ce que c'est un vrai oui? Est-ce que vous me suivez?
Et en fait, c'était un faux oui, c'était un non. Et donc, je me suis dit, bah, je ne vais pas rajouter une contrainte qui est maîtrisable à mon projet. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais choisi mon métier. Bah, j'allais aussi choisir le lieu où je voulais l'exercer. Ça paraît fou, parce que quand on cherche à reprendre une entreprise, on est plutôt à l'affût de la moindre opportunité. Là, moi, je restreignais en fait le champ à, je vais être très très précis, 20 km autour de chez moi, à contresens des flux de circulation. Parce que je ne voulais pas passer mon temps dans les bouchons. Voilà. C'est con, hein, mais... Et donc ça restreignait. Et donc, dans ce champ-là, j'ai défini après des caractéristiques d'entreprise par rapport à des équilibres financiers. Et via une base de données ouverte, j'ai sélectionné des entreprises. J'en ai trouvé 200 qui correspondaient à mes critères. Et puis 200, c'est des bases de données. Hein. Donc, des bases de données, elles sont fausses, par essence. Parce que c'est des données qui se sont agrégées au fil du temps. Et quand on creuse, c'est-à-dire quand on va étudier chaque dossier, qu'on va sur les sites web, qu'on analyse les bilans pendant 10 ans, pour avoir un peu... On dit souvent les infos d'une entreprise, elles sont périmées dès qu'elles sont publiées. Oui, par contre, quand vous regardez le bilan pendant 10 ans d'une entreprise, vous voyez un petit peu comment s'est construit son histoire, son développement au travers des chiffres. Donc ça, c'est intéressant. Et ça m'a permis de nettoyer mon fichier et je suis retombé à 40. Et là, sur ces 40, qui correspondaient aux critères que je vous ai énoncés, eh bien, j'ai décidé d'écrire une lettre personnalisée où je mettais un peu mes tripes, donc j'ai rédigé à chaque fois 40 lettres différentes. J'ai écrit, il y en a 3 qui m'ont répondu. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans les stats ou dans les enquêtes, ou dans mes 3 réponses sur 40 courriers, c'est très bien, c'est un super score. Et donc, et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on avance sur 3 projets en même temps, on est beaucoup moins fragile que quand on a un seul projet, qu'on a, comme je vous l'ai dit, pas de revenus, machin. Donc, on est un peu fébrile. Là, on a 3 projets, on avance en même temps, donc on a plus de sérénité. On en a un qui avance un peu plus vite que l'autre, on est capable de négocier, capable de résister un petit peu aux pressions. Donc, c'est beaucoup plus serein. Et donc là, il y en a un qui a avancé plus vite que les autres. Donc, j'ai fait une offre, etc. Et donc là, pour rejoindre toujours, je vais essayer toujours de vous dire en quel lien avec le scoutisme dans tout ce que j'ai pu faire. Là, j'y vois 2 liens sur cette première activité. Le premier, c'est que l'entreprise que j'ai reprise était une entreprise très rentable, donc chère. Le dirigeant, en fait, n'avait pas mis son entreprise à vendre sur un marché officiel, mais par contre, il avait mandaté un intermédiaire et il avait plein d'offres. Et d'offres de gens beaucoup plus riches que moi. Et en fait, pourquoi il m'a choisi? Il m'a choisi, et ça je l'ai su après, parce qu'il avait confiance en moi. Donc en fait, j'ai su, sans le savoir, créer un climat de confiance, créer un lien, parce que j'ai été en vérité, en fait, avec lui, avec mes fragilités, mes limites. Il a vu qu'il avait confiance, et ça a permis, et lui tout de suite dans sa tête, même si la négo a duré 9 mois, il s'est dit, c'est avec lui que je veux faire. Bon, et après, c'était... Donc ça c'est quand même important. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que en France, on aime bien dire « Ah, t'as fait quelle étude? T'as quel diplôme? Quelle école ?» etc. Ça, on adore. Et donc moi, j'ai fait une école de commerce, hein, et j'ai repris une entreprise industrielle dans un domaine ultra technique où je ne connaissais strictement rien. Donc une entreprise qui fabrique des détecteurs de gaz sur des technologies, très rapidement, semi-conducteurs, électrochimiques et infrarouges. Donc un fabricant donc, qui conçoit les systèmes, donc avec de la R&D, qui conçoit les systèmes, qui les fabrique,
qui les vend, qui les installe et qui les maintient. Donc j'ai repris une entreprise dans ce métier-là où il n'y avait que des techniciens et j'étais le seul qui atterrissait de nulle part. Et donc, eh ben, comme tout bon scout, hein, voilà, j'ai commencé en me disant, bah, voilà, je me suis mis à l'atelier et puis j'ai soudé des composants. J'ai appris à savoir ce que c'était qu'une résistance, un condensateur. Et puis après avoir fabriqué les produits que mon entreprise vendait, ben après je me suis mis à les vendre. Et puis après j'ai dû reprendre la main sur la gestion parce que il y a eu des problèmes avec une comptable. Voilà, donc je me suis remis dans la gestion. Enfin, et au fil du temps, je me suis approprié un certain nombre une entreprise de 10 personnes, hein, donc c'est pas non plus un truc énorme. Mais progressivement, je me suis immergé au contact de chaque salarié pour les connaître et pour créer ce lien qui m'a permis donc de reprendre cette première entreprise. Et donc là, je me suis senti à ma place. C'est-à-dire que je pense que Delphine a parlé tout à l'heure des talents. Donc, vous, chacun d'entre vous avez des talents, vous le savez, on vous l'a dit. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chacun des collaborateurs de l'entreprise que j'ai reprise a aussi des talents. Et que parfois, ils ne connaissent pas leurs talents. Donc, il faut aussi mettre en place, en fait, une possibilité pour eux de révéler leurs talents. Donc, un contexte favorable. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, rapidement, qu'est devenue cette entreprise ? Donc c'était il y a une quinzaine d'années. Cette entreprise, donc je l'ai un peu développée. Quelques années plus tard, j'en ai repris une deuxième, dans un métier lui aussi très technologique, donc, une entreprise qui a développé un logiciel d'identification des véhicules par la plaque d'immatriculation. Donc, un logiciel de lecture de plaques, donc c'est des algorithmes. Et la première entreprise, je l'ai fait évoluer vers le monde du stationnement et de la détection des gaz. En fait, on est parti sur le contrôle de la pollution dans les parkings. Et progressivement, on a créé en fait un ensemble de solutions dédiées à la mobilité et au stationnement, à la gestion du stationnement. Et donc après avoir repris cette deuxième entreprise, on a créé une filiale en Suisse, à Fribourg, et après on a créé une autre filiale en Amérique du Nord, au Canada, à Montréal, et on équipe aujourd'hui des systèmes pour les parkings dans des grandes villes au Canada, en Suisse, en France évidemment, et dans un certain nombre de pays d'Europe où on n'est pas implanté physiquement. Alors, dans cette vie d'entrepreneur, maintenant, quels sont les moments, les projets qui pourraient vous intéresser, de ce que j'ai pu faire, vivre, qui pourraient peut-être vous donner des idées, vous inspirer. Peut-être une première chose, c'est comment on va donner de la place à des personnes chez qui on détecte un potentiel, chez qui on détecte des talents qui peuvent fédérer les autres et déployer l'entreprise. Donc j'ai créé ce que j'ai appelé un comité de pilotage. C'était une petite entreprise, on n'avait pas de comité de direction, mais un comité de pilotage où j'ai fait émerger des jeunes que je sentais capables d'embarquer les autres. Et bon, ces jeunes venaient d'horizons divers. Et à un moment, après avoir fait un certain nombre de travaux sur notre mission, sur notre vision, sur nos valeurs avec eux, à un moment, je leur dis, écoutez, moi, je suis super content de ce que vous faites, ça a changé l'entreprise. J'aimerais vous récompenser, j'aimerais mettre en place un bonus, parce qu'ils étaient jeunes, et j'avais la conviction que ce qui était important pour eux, à l'époque de leur vie, c'était de gagner un peu plus d'argent. C'était ma conviction.
Et bien tout à l'heure, je vous ai dit, hein, conviction, intuition. C'est toujours important. Donc moi, j'avais une conviction. C'était qu'ils étaient forcément demandeurs d'un petit peu plus d'argent pour pouvoir faire vivre leur famille, acheter un appartement, etc. Et alors là, je commence à monter un petit mécanisme de bonus en fonction d'atteinte de résultats, etc. Tableau Excel dans tous les sens. Et je leur propose le truc. Bon, ils me renvoient le tableau avec d'autres critères, montant plus élevé. Parce que je n'avais pas mis de montant. J'ai dit, c'est vous qui définirez le montant du bonus. Moi, c'est vous qui le définissez. Donc, il m'avait mis un montant plus élevé. Je me dis, oh là, c'est chaud quand même. Et puis ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas. Et puis, au bout d'un moment, je leur dis, bah écoutez, je sais pas, on n'y arrive pas, quoi. Moi, je veux vous donner une motivation financière. Et à ce moment-là, ils s'étaient réunis sans que je le sache. Et ils me disent, non mais Pierre, vous n'avez pas compris. En fait, nous, l'argent, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Ça t'étonne, hein. L'argent, ça ne nous intéresse pas. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet. C'est le projet et en fait, si vous êtes ouvert à ça, nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir des parts dans l'entreprise. Et là, je leur dis, bah, oui, ok, pourquoi pas. Et donc, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais sachez qu'aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui sont dans l'entreprise, qui sont actionnaires dans l'entreprise, et ces 2 personnes, en fait, je leur ai donné des actions. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas payé, il n'y a pas eu de mécanisme et je leur ai donné des actions. Donc, c'est-à-dire que, bon, là, je grossis un peu le trait, mais quelque part, si on va plus loin, j'ai donné une part du patrimoine de la famille à des gens qu'on ne connaît pas, avec qui ils ne sont pas scouts en plus. Je leur ai donné des actions, voilà, sans condition. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de conditions d'atteinte d'objectifs, il n'y avait plus de conditions de résultats. La seule condition, c'est une condition de fidélité. Je leur ai demandé une fidélité d'entreprise sur une durée courte. Mais voilà, juste une question de fidélité. Et là, quand on lève ce genre de conditions, bah en fait, il n'y a pas de problème, quoi. C'est tout de suite. Et là, ça a complètement transformé ses collaborateurs en collaborateurs, leaders, serviteurs. Ils sont devenus serviteurs. Et serviteurs des autres dans l'entreprise. Je vais vous parler progressivement là aussi d'un certain nombre de principes qui m'animent, qui ne sont pas de moi, et je vous dirai après, mais on va garder le suspense jusqu'à la fin, en quoi ces principes sont liés à ma foi, à notre foi. Et là, c'est un principe de subsidiarité. Donc la subsidiarité, c'est un mot qui est un peu compliqué, c'est pourtant un des principes fondateurs de l'Europe. Et la subsidiarité, c'est quoi? C'est exactement l'inverse de la délégation. La délégation, c'est que j'ai du pouvoir, j'en prends une partie et je donne mon pouvoir à quelqu'un d'autre. La subsidiarité, c'est je descends au plus bas niveau possible l'autonomie, la responsabilité, au plus bas niveau possible. Et c'est-à-dire qu'on va tâcher d'accompagner chaque collaborateur avec un niveau de responsabilité maximum en étant à son service s'il est dépassé par la responsabilité qu'on lui a confiée et en essayant de le former pour qu'il exerce sa responsabilité avec un plein épanouissement de sa personne. Donc, ce qui permet aussi de révéler ses talents. Et ça, c'est possible avec des gens très peu qualifiés. Et là, on découvre beaucoup de choses hyper intéressantes. Et donc, en mettant en place ce mécanisme d'attribution gratuite d'actions, en associant ses collaborateurs à l'entreprise, là, je les ai vus se transformer.
Et là, je me suis dit que, justement, il y avait de la subsidiarité et que, ce qu'on a essayé de faire aussi à d'autres niveaux dans l'entreprise, et clairement, c'est un levier. Donc, dans une entreprise, mettre en place la subsidiarité, c'est un levier de performance. Et c'est un levier qui est accessible, qui est gratuit, et qui a des résultats incroyables. Et donc, on peut être, ce que je disais tout à l'heure, dans une entreprise en difficulté. On peut être dans une entreprise dans un secteur d'activité complexe. Quand on met en œuvre un certain nombre je dirais, de principes qui touchent à la personne, on peut générer des effets de levier incroyables. Donc, je vous ai expliqué mon parcours d'entrepreneuriat, du fait que j'avais basculé dans un univers qui n'était pas le mien, que j'avais essayé d'associer des jeunes en leur donnant plus que ce que j'avais imaginé, ou ce que j'ai, pas forcément plus, mais en les associant différemment par rapport à ce que j'avais pu imaginer au départ. Maintenant, je vais vous parler de projets qu'on a pu mener donc avec cette entreprise, et en particulier d'un projet qu'on a vécu et qui a permis d'être fédérateur et qui a permis d'embarquer un certain nombre de collaborateurs, voire presque l'ensemble des collaborateurs, dans un projet qui n'est pas lié et connecté directement à notre métier. Une entreprise a vocation à créer des emplois. Quand on crée des emplois, on a une responsabilité. La responsabilité, c'est les revenus que chaque collaborateur va tirer de cet emploi, et donc les familles qui vivent de ces revenus. Donc, on a un devoir de pérennité. Pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut qu'elle est dans l'économie de marché, il faut qu'elle gagne de l'argent. Donc, il n'y a pas de tabou là-dessus. Une entreprise, elle doit être rentable, elle doit dégager du cash, parce que ce cash permet de faire de la recherche, permet d'investir dans des nouveaux projets et recruter de nouveaux collaborateurs. Donc, il faut dégager du cash. C'est fondamental. Par contre, ça n'empêche pas, ou plus exactement, ça permet aussi de s'intéresser à ce qui se passe au-delà des salariés. Au-delà des salariés, on a des clients, on a des fournisseurs. Bon. Et ça, on peut aussi créer une vision du lien qu'on crée avec ses partenaires. Et on peut décider là aussi d'avoir une façon de gérer ces liens, une façon d'être en vérité avec ses clients, ses fournisseurs. Donc on les fait aussi participer à la vie de l'entreprise. On peut décider d'aller un cran plus loin et de faire agir des partenaires qui ne sont pas forcément directement liés avec l'entreprise. Et ce que l'on fait dans mon entreprise, c'est qu'on interagit avec un atelier de travail adapté, donc, qui est à proximité directe de l'entreprise. Donc ce sont des personnes handicapées qui ont besoin qu'on confie des petites tâches. Donc on confie des petites tâches à cet atelier et on crée un lien régulier avec cet atelier. Et enfin, on a aussi décidé d'aider une association locale qui a créé un petit au départ, maintenant c'est un gros truc, un potager urbain qui permet d'impliquer les gens qui vivent dans une cité à côté de là où on est implanté, de produire de produire localement des légumes essentiellement de saison pour fournir une épicerie alimentaire pour les personnes qui sont éligibles à l'épicerie sociale de la ville. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, un certain nombre de collaborateurs, de temps en temps, on va donner du temps, plutôt le samedi, donc plutôt en dehors des heures de travail, pour ce potager urbain. Et enfin, dernier on fait beaucoup de choses, mais bon, je cible ces trois exemples. On a décidé, par hasard, parce qu'il ne faut pas croire aussi que tout ça, c'est spontané. Il ne faut pas, là aussi, partir avec des convictions
moi j'ai la conviction qu'il faut aider les autres, etc. Donc je vais faire. Il faut aussi, et ça c'est une expression que j'aime bien, laisser la place à l'inattendu de Dieu. C'est-à-dire que parfois il y a des événements, et on peut croire que c'est un hasard, on peut croire, mais on peut se demander très certainement si l'Esprit Saint n'est pas à l'œuvre et s'il ne nous a pas mis sur ce projet-là à dessein. Et donc j'ai rencontré un voisin, chef d'entreprise, qui avait créé un atelier dans une prison. Et là, mais au moment où il m'en a parlé, je me suis dit, il faut qu'on le fasse. Donc, donc je lui ai demandé, et ça s'est fait en quelques jours, je lui ai demandé de me faire visiter son atelier. Et là, je me suis rendu compte que c'était un projet ultra compliqué, parce que c'était pas une prison, enfin c'est une maison centrale. Donc une maison centrale, c'est les longues peines. Donc longue peine, c'est 10 ans et plus. Et donc, bref, encore une fois, moi, mes projets sont peut-être tous un peu cadencés sur les 9 mois. Il y a les grossesses de mon épouse, il y a la reprise de l'entreprise. Et bien là, ce projet-là, il a pris 9 mois. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand vous voulez rentrer dans ce genre de projet, il y a très très peu d'entreprises qui le font. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les prisons françaises, il y a à peu près 23% des détenus qui ont une activité professionnelle, et que sur ces 23%, il y a à peu près 80%, donc ça fait beaucoup, et il ne reste plus beaucoup, qui sont dans les services généraux de la prison. Bon. Donc après, à la maison centrale de Poissy, 200 détenus, 200 gardiens et administratifs. Donc c'est une prison qui est très sécurisée, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des meurtriers, des terroristes, des violeurs. Voilà. C'est vraiment ceux qui ont fait des grosses fautes. Et donc quand vous voulez créer un atelier dans la prison, puisque les gens ne sortent pas, ben c'est beaucoup de complexité. Et puis la plus grosse complexité, c'est d'expliquer aux collaborateurs de l'entreprise qu'on va le faire et de recueillir leur adhésion. Et donc là, on a créé des petits ateliers où on a laissé les gens s'exprimer et poser leurs questions. Et alors là, en fait, la question principale, c'est de toute façon, ces gens-là, ils ont fait une grosse faute, on les a condamnés, ils sont en prison, et c'est très bien. Voilà. Et si on peut ne pas en entendre parler, c'est encore mieux. Et globalement, aujourd'hui, les Français, peut-être vous-même, je ne cherche pas à vous accuser, que vous ne connaissez pas du tout l'univers carcéral. Moi, avant d'aller dans cette prison une première fois, je n'avais jamais été en prison. Je suis rentré un soir. Jamais été en prison. Je suis rentré un soir à la maison. Je dis à ma femme et les enfants, donc maintenant ils sont grands, j'ai parlé de la reprise, mais là maintenant ils sont grands. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Ah non, on raconte nos aventures entrepreneuriales tous les soirs. Et bah écoutez, il m'est arrivé un truc. J'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie. Alors là, j'ai ma femme qui me regarde, qui se dit qu'est-ce qu'il a fait? Et ouais, j'ai fait un truc, ça n'avait jamais arrivé avant, et je suis allé en prison. Ah, ils n'en revenaient pas. Et la première réaction de mes enfants, t'as pas eu peur? Non, j'ai jamais eu peur. À un seul moment, j'ai jamais eu peur. Et donc je suis rentré dans la prison, donc j'ai découvert l'atelier de mon ami. Et donc, mes collaborateurs, c'était aussi un peu ça. C'est-à-dire, il y a aussi la peur. Il y a la peur du détenu qui est un meurtrier, un terroriste. Et puis, ce n'est pas des petits. Hein. C'est vraiment... il y a Carlos, il y a les attentats, les terroristes de la rue des Rosiers. C'est des attentats d'il y a très très longtemps, mais vous n'avez pas connu. Mais Delphine, moi, on a un peu connu. Donc... voilà, c'est comment dirais-je, les assassins du préfet Erignac, etc. Enfin, c'est tout. Donc, je ne sais plus son nom, le Corse. Colonna, voilà, Colonna aussi. Bref, voilà, c'est des gens comme ça. Et
Donc, tu n'as pas eu peur. Et mes collaborateurs, donc, ils étaient au refus. Et donc, ils m'ont dit clairement non. Et ils ont quand même, par contre, posé leurs questions. Et donc là, j'ai décidé de faire venir la directrice de la prison dans l'entreprise pour répondre à ces questions. Et elle a répondu aux questions. Et progressivement, il y en a quelques-uns qui se sont ouverts. Et donc, on a cheminé. Et donc, j'ai réussi à avoir un accord de quelques personnes et à gommer tous les désaccords. Ils m'ont simplement dit, les autres, nous, on ne veut pas participer au projet, mais on est OK. Et donc là, on a ouvert notre atelier. Et là, je vais vous raconter en fait le recrutement. Parce que quand vous voulez recruter un détenu, dans une prison telle que je l'ai décrite, là, c'est sportif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est basique, hein, on met une annonce. On met une annonce dans la prison, recherche qui, quoi? Recherche quelqu'un qui est méticuleux, qui est capable de se concentrer, qui est un peu bricoleur, un peu manuel. Voilà. Et puis après, un jour arrive où il y a les entretiens d'embauche. Et là, les entretiens d'embauche, ça, c'est pas très habile de la part de la prison. Mais il faut savoir qu'on est dans un système carcéral qui est... Donc c'est la grande table comme ça, avec la directrice de la prison, le gardien du travail, la fille qui est en études de magistrature et qui vient faire un stage dans la prison, c'est le chef d'entreprise, moi, mon responsable de prod, un ancien scout d'Europe, j'en ai un, mais qui n'est plus chez nous maintenant. Donc ça fait beaucoup de monde. Et vous avez un gars qui arrive, un détenu, c'est une prison d'hommes, et que des hommes, un détenu qui arrive, et il est comme ça. Alors que c'est un dur. Hein. Il arrive comme ça. Il arrive souvent avec un gros dossier où il a tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire rien. Mais il a des papiers. Et ça lui donne un peu de consistance. Et là, en fait, moi, je me suis dit, il faut que je le rassure. Quoi. Et donc, je vais essayer de le rassurer pour dire que, voilà, on cherche un collaborateur qui... Donc, j'essaie d'enquêter pour savoir, finalement, qu'est-ce qu'il est capable de faire et ce qui va coller. Et là, j'avais mon collaborateur qui me dit, mais comment on fait pour choisir? Je lui dis, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un classement, chacun de notre côté, et puis on comparera nos classements à la fin. Il me dit, ok, mais après, comment on choisit? Je dis, écoutez, c'est simple, on va faire un truc très très basique. Quand on va raconter l'histoire de ce qu'on fait, s'il y en a un qui a l'œil qui brille quand on parle de ce qu'on fait, c'est lui. Donc, le truc se déroule, et à la fin, on avait la même liste. Bon, donc, on propose au premier de la liste, et le premier de la liste, il avait une caractéristique particulière, c'est que il avait un t-shirt marqué « Je suis innocent ». Condamné à perpétuité, vraie perpétuité, hein, sans peine, je dirais, de rétention, perpétuité. Il avait les cheveux longs comme ça, une barbe longue comme ça, et avec des vêtements un peu amples. Et quand je l'ai vu venir, je me suis dit, ça me rappelle quelqu'un. Bref, donc on l'embauche, on crée l'atelier, pas facile. Un cabossé de la vie qui était déjà depuis, à l'époque, 27 ou 28 ans en prison. Il avait 58 ans, donc ça fait 3 ans aujourd'hui. Et donc, on commence, bon, voilà. Et là, ouais, si, il me dit, est-ce que vous allez me donner des objectifs? On est dans un monde hein, quand même incroyable. Je dis, je réfléchis un peu rapidement, je dis, non, non, je ne vais pas vous donner d'objectifs, ou plutôt si. Et là, ça fait peut-être un petit lien aussi avec le scoutisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas combien vous allez produire, c'est pas la quantité, c'est pas tout de suite la qualité, c'est que vous progressiez tous les jours un petit peu. Et que jour après jour, vous progressiez dans la maîtrise du sujet, dans la maîtrise de la technique. C'est ça qui m'intéresse. Donc, assez vite, on a commencé à se tutoyer, et puis créer un climat, un lien, en fait, entre nous.
Donc je racontais dans l'entreprise, je racontais dans ma famille mes visites de la prison. J'ai mis en place une équipe, donc mon responsable de prod, un autre collaborateur. Là aussi, rapidement, cet autre collaborateur, qui était donc ce qu'on confie à l'atelier, c'est du câblage de circuits électroniques. Donc on propose à ce collaborateur de faire des choses complexes et complètes. C'est-à-dire, on lui fait travailler, on occupe ses mains, mais on occupe aussi sa tête. Parce qu'il faut qu'il déverrouille parfois des problèmes, parce que la carte qu'il a câblée ne fonctionne pas. Et donc, comme on a un process complet, on lui donne des composants, on lui donne une carte, il doit souder les composants sur la carte, il doit l'assembler dans un boîtier, le boîtier, il doit le tester et l'étiqueter. Et quand c'est terminé, c'est un produit fini qu'on vend. Le gros du travail qui est confié dans les prisons, c'est du travail de labeur. C'est de percer des trous, c'est d'emballer des produits, c'est d'étiqueter, mais ce n'est pas un travail complexe. Donc là, ce qui veut dire que lui, toute la journée, ce n'est pas des horaires comme en entreprise, hein, ce n'est pas 35 heures, c'est plutôt entre 15 et 20 heures. Parce que il y a des jours où il ne vient pas, il y a des jours où il a des réunions, il y a des coups de téléphone à donner, etc. Donc, bon, il ne faut pas croire que c'est un atelier productif. Ça coûte beaucoup plus que ça rapporte, sauf sur le plan financier. Après, ça rapporte d'autres choses. Donc, bref, ce collaborateur qui y a été, je l'ai vu, là on en revient au talent, je l'ai vu s'épanouir. Je l'ai vu, et un jour il me dit, j'aimerais faire une formation au tutorat. Parce qu'en fait, il s'est senti investi d'une mission, c'était pas du tout son job dans l'entreprise. Hein. Donc il a fait cette formation au tutorat, et je l'ai senti devenir entrepreneur, voire leader au service. Vraiment, il était devenu leader, parce que c'est lui qui manageait ce projet au quotidien, enfin toutes les semaines, une fois par semaine, au service du détenu qui avait à apprendre et à qui il fallait transmettre un certain nombre de choses. Et là, maintenant, une petite anecdote qui va vous faire rigoler, parce que en prison, les gens s'appellent monsieur, madame. C'est que les noms de famille. Donc, monsieur machin pour notre... Alors aussi, oui, une précision, j'ai jamais voulu savoir ce qu'il avait fait. J'ai préféré ne pas aller là-dedans, et mes collaborateurs me l'avaient demandé, mais je ne le savais pas, et je n'ai pas cherché à savoir, parce que ça ne m'intéressait pas. Et il n'y a que le deuxième collaborateur, ça aussi c'est pour faire rigoler, il a écrit un bouquin, j'ai recruté un deuxième, qui a écrit un bouquin, bon c'est vraiment un mauvais garçon, caïd, multi-meurtrier, casseur de banque, trafiquant de drogue, en Amérique du Sud, en France, bon voilà, premier meurtre à 14 ans, voilà, donc, et lui, en fait, j'ai vraiment essayé, mais je n'ai pas réussi, et je l'ai viré. Je l'ai viré, je lui ai dit, écoute Dany, moi, j'en peux plus, bon ça s'est mal passé, mais, bref, mais bon, je lui ai dit, écoute, c'est terminé, on arrête tout, c'est un manipulateur, et j'ai pas réussi avec lui. Donc comme quoi, parfois, on a des échecs. Moi, j'ai pas réussi à lui démontrer que je cherchais à l'aider. Bon. Par contre, le premier, j'y reviens. Et ça va vous faire rire. Réunion du personnel, où on présente les résultats de l'entreprise. Et là, on présente les résultats, etc. Et puis, il y a mon responsable de prod qui vient me voir, Charles, et il me dit, Pierre, j'aimerais dire un petit truc sur la prison. Donc, je dis, bah, ok, pas de problème. Donc, il arrive devant tout le personnel, c'était pas une grosse équipe, mais on était une trentaine, et il dit, bon, prends la parole, il dit, comme dans l'évangile selon saint Matthieu, aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus. Alors là, tout le monde se dit, oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus parce que Jésus est parmi nous. Et il a dit ces phrases-là, ces deux phrases-là. Hein.
tout le monde commençait comme vous, là, à rigoler. Et, bah oui, Jésus, c'est notre collaborateur en prison. En fait, je ne l'avais pas su, mais son prénom, c'est Jésus. Il s'appelle Jésus vraiment. Et donc, bon, alors après, voilà, il y a eu une revue, enfin Le Monde, qui a fait un article qui dit, ouais, Pierre emploie Jésus en prison. Et donc, mon Jésus, en fait, s'est créé un lien assez particulier avec lui. Et aujourd'hui, il a 61 ans. Depuis que je l'ai embauché, il s'est marié. Et en fait, on a travaillé avec lui et avec les affaires pénitentiaires sur un parcours de liberté conditionnelle. Et en fait, pendant le Covid, parce que tout ça s'est passé aussi là récemment, pendant le Covid, on a eu un très gros souci, on a perdu un très gros client, et j'ai dû me séparer de 10 collaborateurs dans l'entreprise qui étaient dédiés à ce client-là. Et en fait, dans le projet de liberté conditionnelle, on avait un projet d'embauche. Il est embauché aujourd'hui, mais de faire venir Jésus dans l'entreprise avec un bracelet. Et là, et ça c'est moins drôle, j'ai dû lui dire que en fait, le projet ne pouvait pas avoir lieu parce qu'on ne pouvait pas licencier des collaborateurs et embaucher, faire venir un nouveau collaborateur dans la prison au même moment. Ça pouvait remettre en cause d'ailleurs les licenciements, le plan qu'on avait mené. Et là, je raconte ça, donc il y a une personne qui est en charge, qui le suit sur sa vie dans l'entreprise, dans la prison. Et je lui dis, bah voilà, il faut que j'annonce à Jésus. Elle me dit, Monsieur Guillet, ça sent pas bon. On va vous mettre au parloir avec des gardiens. Parce que, bon, Jésus... voilà, il se battait souvent dans la prison, il est monté sur le toit de la prison, sur deux prisons plusieurs fois, il a souvent mis le feu, donc c'est quand même quelqu'un qui n'est pas facile. Hein. Et là, elle me dit, ouais, il peut péter un plomb. Donc bon, ok, parloir, et à ce moment-là, bon, Jésus, bon, en fait, au parloir, on était dans un bureau tous les deux. J'ai dit, Jésus, il faut que je te raconte un truc. Là, voilà, l'entreprise, elle a des difficultés, donc le projet dont on a parlé, ça ne va pas être possible. Et il m'a dit un truc hyper important. Il m'a dit, Pierre, je sais que tu es en difficulté, je l'ai bien compris, eh bien, je ne te laisserai pas tomber. Tu peux me faire confiance, je ne te laisserai pas tomber. Incroyable, hein? C'est Jésus, oui certes, mais il est en prison à perpète et il me dit ça à moi, voilà, petit chef d'entreprise qui a des difficultés. Et en fait, ça, je vous le dis parce que en fait, ça vous renvoie à votre propre fragilité. C'est-à-dire que il faut être aussi capable de se mettre parfois à découvert, à nu, vis-à-vis de ses collaborateurs. Jésus est un de mes collaborateurs et lui dire, voilà, moi, je suis désolé, mais... Et c'est la personne qui est censée être le plus en difficulté qui vous dit, je vais t'aider. Ben, ça vous fait réfléchir. Et aujourd'hui, je suis sur un nouveau parcours avec Jésus de liberté conditionnelle, parce que je n'ai pas lâché l'affaire. Et je suis sur un parcours de conviction de chacun des collaborateurs qui étaient fermés à ça. Et notamment, j'ai une déléguée du personnel qui était ultra contre. Et là, c'est assez récent. Et Virginie, ma déléguée du personnel, lors d'une dernière réunion, récente réunion, je lui dis, bon Virginie, non, c'est elle qui me dit, Pierre, là, en prod, on est quand même un peu sous pression, il va falloir qu'on réfléchisse à embaucher un peu. Je dis, ouais, mais en ce moment, c'est pas simple de trouver du monde. Je dis, si, il y a bien quelqu'un qui est formé, qui pourrait peut-être nous aider. Elle me dit, Jésus. Ouais. Et elle me dit, vous savez, Pierre, j'ai évolué. Je dis, bon, ok. On avance. J'en ai encore un.
qui n'est pas encore complètement convaincu. Mais... Donc les choses avancent progressivement. Il ne me reste plus que 7 minutes. Donc, je termine là-dessus pour vous parler maintenant de... dans tout ça, on peut imaginer que la vie d'un entrepreneur, elle est bien occupée, elle est bien chargée. Je vous ai dit que j'avais pris un engagement dans le scoutisme, que j'avais dû donner du temps à ce moment-là. Et en fait, deuxième principe, j'ai parlé tout à l'heure de subsidiarité, je vais vous parler d'un autre principe qui est un peu compliqué, ce n'est pas des mots faciles, c'est ce qu'on appelle la destination universelle des biens. J'en ai parlé un petit peu quand je vous ai dit, j'ai donné un peu de patrimoine à des gens que je ne connaissais pas. Eh bien, on est riche. On est riche, vous êtes riches, tous. Vous ne le savez pas forcément, mais vous avez reçu un patrimoine incroyable. Ce n'est pas forcément là où vous le croyez, vous êtes riche de votre temps. Et le temps, il faut en faire bon usage. Et donc, quand on raisonne comme ça, on se dit, j'ai du temps, donc aujourd'hui, peut-être que j'utilise mal mon temps dans certaines situations. Voilà. Mettez ça dans un coin, et maintenant, je vais vous embarquer ailleurs. Donc, j'ai décidé, il y a 7 ans, de rentrer dans un mouvement chrétien qui s'appelle les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est un mouvement qui réunit donc, des entrepreneurs, des dirigeants. On est 3500 en France et dans le monde, dans toutes les grandes villes du monde où il y a des expatriés. Donc, ce qui réunit plusieurs centaines de milliers de salariés, puisque il y a des petits entrepreneurs, mais il y a des entrepreneurs, il y a des dirigeants de boîtes du CAC 40 dans ce mouvement. Donc, ça peut faire beaucoup, beaucoup de monde. C'est un mouvement qui est assez influent, même si ce n'est pas un syndicat. Il est issu du monde patronal. Et le monde patronal en France, c'était les patronats chrétiens dans les années 20, qui progressivement se sont séparés en 2 branches. Une branche syndicale, qui était le CNPF, l'ancêtre du MEDEF aujourd'hui, et les EDC, qui s'appelait le CFPC, Centre français du patronat chrétien. Et après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ces 2 branches qui se sont créées. Et donc les EDC aujourd'hui représentent cette branche qui n'est pas donc un syndicat, on n'a pas vocation à influencer les pouvoirs publics, on a vocation à permettre, et c'est vraiment ça, et c'est ça qui m'a attiré, permettre à un entrepreneur ou à un dirigeant d'unifier sa vie. Qu'est-ce que c'est unifier sa vie? Unifier sa vie, c'est être une seule et unique personne dans sa famille, dans son travail, dans sa foi, au sein de la création. Voilà. Et d'avoir une unité de vie et d'être centré. Facile à dire comme ça, plus compliqué à vivre. Quand on est cadre, dirigeant d'une boîte du CAC 40, dire je suis chrétien, ça va pas forcément être simple. Quand on est entrepreneur, c'est peut-être un peu plus facile. Bref, pour ça, il y a des clés, il y a des outils, il y a des formations, et donc on essaie d'accompagner en fait tous les membres à unifier leur vie. Et on s'appuie sur la pensée sociale chrétienne, qui est en fait la doctrine sociale de l'Église, mais revisitée, puisque quand on dit chrétien, ça veut dire qu'on est catholique, protestant et orthodoxe. Pas beaucoup d'orthodoxes en France, mais il y a des entrepreneurs, il y en a. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est comment en fait on mixe les églises d'Occident et les églises d'Orient, et quand on mixe les différents courants chrétiens, les différentes églises, et là on a en fait une unité qui apporte beaucoup, et à nous catholiques, on a beaucoup à apprendre justement des protestants et des orthodoxes. Et donc c'est pour ça qu'on a écrit sur la pensée sociale chrétienne des contenus pour pouvoir nourrir en fait chacun de nos membres. Et donc, en quoi les EDC aujourd'hui ont un intérêt dans la petite présentation que je suis en train de vous faire? C'est tout simplement parce que je suis rentré aux EDC il y a 7 ans. Assez vite, on m'a proposé de créer une équipe dans ma ville. Il y en avait déjà une. On m'a proposé par essaimage de prendre quelques membres de l'équipe et d'en créer une deuxième. Et puis,
assez rapidement, on m'a demandé si je voulais bien être président de la région Île-de-France-Ouest. Voilà. Donc là, créer une équipe, bon, c'est facile. Prendre la présidence d'une région, on se dit, il y a un appel. Il y a un appel. Donc, c'est une autre chose que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'est ce qui a aussi guidé, j'en ai pas parlé peut-être suffisamment aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelle le discernement. C'est-à-dire que sur des moments clés de votre vie, le discernement est important, et le discernement, c'est poser les choses, c'est trier, c'est associer, témoigner et associer les autres autour de soi pour vous guider dans votre décision. Et prendre cette décision de façon éclairée. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour cet engagement, parce que ça nécessitait de prendre un peu de temps. On est riche de son temps, mais après, il faut savoir accepter d'en prendre un peu pour ça. Et l'année dernière, j'ai été appelé à prendre la présidence du mouvement. Et donc, prendre la présidence du mouvement, donc mouvement national, donc ça veut dire présidence du mouvement, présidence de la fondation, présidence de plusieurs structures qui dépendent du mouvement. Donc pour faire la simple et claire, parce qu'on arrive au terme de cette petite présentation, c'est accepter de donner à peu près 2 jours par semaine, gratuitement, donc au service. Donc, ben voilà, moi j'ai toujours été au service, donc l'appel, il est venu, on n'est pas j'étais pas candidat, j'étais pas capable, j'étais pas, voilà, il y a 3500 membres, donc il y a un processus qui se déroule progressivement, et le président en poste appelle son successeur après ce processus où les candidatures, enfin c'est pas les candidatures, les dénonciations. On va dénoncer quelqu'un qu'on pense être bon pour ça, donc ça remonte de toute la France, et puis à un moment, tac, tac, tac. Et un jour, je reçois un coup de téléphone, et là je me suis dit, Philippe m'appelle, mais il y a Philippe, et il y a aussi l'esprit qui est là. Et donc, j'ai discerné avec ma femme, chacun de mes enfants, avec un copain prêtre, et donc j'ai dit oui, pour 4 ans. Donc là, je suis à 6 mois. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit waouh. Ouais, c'est vrai. Et j'ai associé mon entreprise aussi. Parce que leur dire que, ben voilà, je serai. Donc, ça permet de revisiter son emploi du temps, de se dire que dans le temps qu'on a, on a aussi du temps qui n'est pas forcément du temps utile ou du temps optimisé. Donc, j'ai renoncé à des activités, à quelques mandats. J'ai tout nettoyé, et j'ai décidé que ma semaine, elle ne faisait pas 5 jours de travail et 2 jours de week-end. Elle faisait 6 jours au service de mon entreprise et du mouvement. Et que sur ces 6 jours, ben, j'en donnais 4 d'un côté, 2 de l'autre. Voilà. Et bon, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et pour conclure, moi, ça me met en joie. Ça se voit dans l'entreprise, et ça se voit dans la famille. Personne ne m'en a jamais fait le reproche. Personne ne m'a jamais dit on pense que tu n'es pas compétent, on pense que... On a mis tout ça de côté, parce que justement, on est au service, et on est un leader, puisqu'on n'est pas tout seul, on est un leader serviteur. Et aujourd'hui, dans l'époque qu'on vit, il faut aussi essayer d'être un leader inspirant, pour donner confiance, et pour que tous ceux qui nous entourent soient portés dans l'espérance, plus que dans les problèmes du jour, et qu'on ait une dimension qui transcende un peu toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, et qui nous amène justement à être en confiance dans l'espérance.